Et notre invité ce matin, c'est Mathieu Palin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce livre, Nos pères, nos frères, nos amis. C'est aux éditions Les Arènes. C'est une galerie de portraits. Ça parle évidemment des violences conjugales. Auteurs de violences, victimes, familles de victimes, soignants et plusieurs autres portraits. Une enquête de 4 ans que vous avez faite basée sur ces rencontres, une immersion dans des groupes de parole pour les hommes violents. Vous avez choisi un autre angle pour aborder cette question des violences conjugales. Vous cherchez à comprendre qui sont les hommes violents, comment ils en sont arrivés là. Est-ce que si on veut éradiquer ce fléau de la violence conjugale, la première étape selon vous, c'est de savoir ce que ces hommes ont dans la tête? Et surtout de sortir d'une vision un peu monstrueuse de l'homme violent qui serait forcément l'autre, qui serait forcément quelqu'un d'absolument maléfique et qui ne nous ressemble pas, alors que les chiffres sont là et les chiffres nous montrent que sur 220 000 plaintes chaque année de femmes qui se disent victimes de violences conjugales, les experts pensent qu'on peut facilement multiplier le chiffre par 4 ou 5 pour avoir le vrai chiffre des violences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les violences conjugales sont sous-estimées dans notre pays ? Très largement. Très largement. Déjà parce que toutes les victimes ne portent pas plainte, parce qu'il est difficile de porter plainte, parce que parfois, ne serait-ce que d'aller dans le commissariat et porter plainte, c'est compliqué. Dans le livre, il y a plusieurs femmes qui témoignent et qui racontent n'avoir tout simplement pas pu, alors qu'elles voulaient porter plainte. Ça veut dire qu'en réalité, il est de combien ce chiffre pour vous ? Plutôt autour du million d'hommes violents dans ce pays. Et c'est à la fois rassurant et à la fois très inquiétant de se dire qu'il n'y a pas 1 million de monstres dans ce pays, mais plutôt des gens comme nous, des pères, des frères, des amis, ouais. des gens qui nous ressemblent et qui sont très insérés dans la société. Et vous le dites dans votre livre, c'est 220 000 mecs violents, ce ne sont pas 220 000 monstres, 220 000 bêtes féroces qui sillonnent nos rues à la recherche d'une proie facile, ce serait si simple. Ça veut dire que c'est par facilité qu'on cherche à en faire des monstres ? Non, je pense que c'est assez naturel. En fait, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur les questions carcérales et de détention. C'est vrai que quand on parle des détenus, des prisonniers, c'est la même chose. On s'imagine toujours que c'est l'autre et que ça pourra jamais nous arriver. Est-ce que quelque part, ça nous rassure peut-être aussi dans notre inconscient de se dire que ce sont des monstres et que du coup, ça ne peut pas être celui qu'on connaît ? C'est sûr, c'est un mécanisme, je pense, assez naturel qui permet de continuer à se regarder dans une glace, de dire « ça ne me concerne pas ». Et même ceux qui savent qu'ils ont une violence en eux, se disent bon ça va, moi il y a pas mort d'homme, j'ai tué personne. Et je pense que c'est justement là le problème, c'est que des hommes qui, s'ils regardaient leur vécu avec un peu d'autocritique, se rendraient compte qu'en fait il y a un problème et que ce rapport de domination sur les femmes, ils l'ont quand bien même ils n'ont jamais levé la main sur aucune femme. Donc c'est un livre qui aussi essaye de questionner la manière avec laquelle on régit les rapports hommes-femmes et aussi comment on élève les petits garçons, les petites filles pour justement pas reproduire on va en parler. Ce rapport de domination-là. Alors, pardon pour cette question qui peut paraître un peu provoque, mais est-ce qu'il existe des hommes violents, sympathiques ? Il y en a plein. De la même manière qu'il existe des gens sympas, gentils et violents. Moi, j'en ai rencontré beaucoup et j'ai passé... des 4 ans en immersion auprès d'hommes violents et de femmes aussi victimes. Vous en citez d'ailleurs. C'est des hommes avec qui j'ai eu plaisir aussi à discuter, à boire des bières, à rire aussi. Et pour autant, dans les minutes qui suivaient, je les entendais proférer des horreurs sur leur ex-compagne. Et c'est pas pour autant que je faisais pas la part des choses. Donc c'est ce qui justement... Comment vous l'expliquez ? C'est un ressort psychologique, c'est-à-dire il y a une forme de dualité dans leur esprit, ou c'est un comportement à la maison et un comportement en société ? Ça dépend, il ne faut pas généraliser. Il y a les deux cas de figure. Il y a celui qui est violent tout le temps, celui qui dit qu'il dégaine vite, qui dégoupille, qu'il ne faut pas trop le pousser, qui est un nerveux. Donc ça, c'est un profil qui existe et j'en ai rencontré qui sont violents à la maison, mais ils sont aussi violents sur le parking quand vous leur volez une place devant le supermarché. Ils sont hyper agressifs dans la rue, dans le métro, dans un bar. Ils sont capables de se battre un peu pour tout et n'importe quoi. Et puis, il y a aussi des profils d'hommes qui sont très gentils, très calmes, souriants, qui jamais un mot plus haut que l'autre, mais qui sont extrêmement violents dans le cercle de la famille et qui sont, eux, insoupçonnables. Et ces deux cas de figure, on les rencontre presque à égalité.
Et vous expliquez dans votre livre que ça ne touche pas uniquement les classes sociales défavorisées. Ça peut être peut-être un cliché, c'est pas du tout le cas. Vous parlez de femmes médecins, de journalistes, de notables, et qui ne portent pas plainte en raison de la honte sociale. Est-ce que les ressorts psychologiques, ils sont différents selon la classe sociale à laquelle on appartient ? Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand vous habitez dans un immeuble et qu'il y a une certaine promiscuité, que dans un HLM, tout le monde sait que la femme qui habite au 4e est victime de violence parce qu'on l'entend crier, parce qu'on entend des hurlements, ça s'engueule beaucoup. La femme qui habite dans un pavillon au bout d'un jardin, dans une résidence assez sécurisée, si elle ne montre pas les coups qu'elle subit, si elle n'a pas des hématomes sur le visage, elle peut subir des violences quasiment dans l'indifférence la plus totale. Ça veut dire que ça peut être encore plus dur pour ces femmes-là, qui sont d'une classe sociale élevée, parce qu'elles sont plus isolées. Je ne sais pas s'il faut faire une hiérarchie dans les victimes, mais en tout cas, il est certain que... mais l'apparence, ce qu'on va dire de soi en société, ça joue beaucoup. Ça joue, et puis en tout cas, il est certain que les hommes qui font partie, disons, de cette catégorie sociale-là, plutôt favorisés, des médecins, des kinés, des hommes politiques aussi, sont moins enclins à rencontrer la justice. Moi, dans le livre, il y a beaucoup d'hommes que je rencontre qui sortent de prison, avec lesquels je participe à ce groupe de responsabilisation contre la violence. Tous les autres hommes que je rencontre qui sont concernés et qui font justement partie de ces catégories sociales un peu plus élevées n'ont pas eu à rencontrer la justice, ont eu très peu de plaintes contre eux et continuent leur vie quasiment sans aucun problème. Donc il y a aussi cette justice à deux vitesses qui fait que certains y échappent parce qu'ils ont un statut social, parce qu'ils ont une réputation, parce que aussi il y a un déséquilibre financier qui fait que la femme parfois a du mal à partir. Et là, on voit des différences. Vous êtes mis dans la tête de ces hommes pendant des années. Est-ce qu'ils se rendent compte, ces hommes-là, que leur comportement n'est pas normal, ou est-ce qu'ils sont dans le déni complet ? Il y a un déni qui est assez incroyable et qui est là dès le début. Moi, j'allais d'abord dans ces groupes de parole en imaginant arriver dans un groupe un peu d'alcooliques anonymes, d'hommes qui diraient bonjour. Je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et je frappe ma femme. Et le débat allait pouvoir commencer. Et en fait, cette phrase-là, toute simple, je frappe ma femme, je l'ai entendue 2 fois en 4 ans et pas forcément une fois seulement avec un homme qui était dans ces groupes-là. Le déni sur ce qu'ils ont fait, il est énorme. Et je pense qu'il est aussi lié, malgré tout, à une société qui est en train de changer et à ce mouvement MeToo qui a pris de l'ampleur. Parce que ce déni, dans leur bouche, il était très souvent suivi par une phrase du style « De toute manière, maintenant, avec la justice, les femmes ont repris le pouvoir. Avec MeToo, elles ont renversé la table et elles veulent se venger. » Donc, en gros, nous on n'a rien fait, mais on est les victimes de cette inversion des rôles. Oui, ce que vous dites dans votre livre, c'est que ces hommes qui sont coupables de violences conjugales, ils se sentent eux-mêmes victimes. Oui, ça c'est très classique dans les cas de violences conjugales, d'avoir une inversion de la culpabilité et des victimes qui, elles, se sentent coupables de ce qui est arrivé, du fait que les enfants ne puissent plus voir le père, qu'il ait connu la prison. Donc il y a une inversion totale des rôles. Et pour autant, je pense que leur incapacité à dire « c'est vrai, je l'ai fait », je suis là parce que j'ai un problème de violence et j'aimerais bien le régler pour ne pas avoir à reconnaître la garde à vue, la justice. Elle est aussi liée au fait qu'ils ne sont pas fiers d'avoir frappé leur femme. Ils ne sont pas capables de le dire comme on pouvait l'entendre peut-être il y a 50 ou 60 ans. Oui, je l'ai frappée et puis elle le méritait. Et d'ailleurs, j'espère bien qu'elle ne va pas recommencer parce que sinon elle va y Ça, vous ne l'entendez plus ? Ça, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus alors que... la norme qui voulait que l'homme chef de famille était un peu capable pas de vie ou de mort, mais quasiment sur les membres de sa famille, que ce soit sa femme ou ses enfants, c'est quand même quelque chose qui est maintenant largement remis en question et eux aussi sont conscients de ça. Est-ce que vous parlez du mouvement MeToo ? Est-ce que ça a eu un effet sur la prise de conscience chez ces hommes qu'ils étaient auteurs de violences conjugales ? Je ne sais pas si ça a eu un effet sur cette prise de conscience, parce que justement, elle est difficile. On voit que c'est un processus qui est très long et la remise en question, elle demande aussi, on parle beaucoup de déconstruction en ce moment, elle demande parfois de remettre en question toute une éducation, parfois des hommes de 50 à 55, 60 ans, à qui on dit en fait, monsieur,
votre comportement, il n'est pas du tout OK, et tout ce qui a amené à ce que à frapper votre femme, en fait, il faut le remettre en question, toute votre structure mentale presque. Donc, c'est très difficile. Parce Mais le qu'il y a, mouvement un MeToo, cycle, comme... parce que c'est intéressant, ça, il y a un cycle de violence conjugale. Ça vient aussi d'une éducation chez eux. Il y a une reproduction de ces violences conjugales. La violence, c'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez. C'est pas un gène comme il peut y avoir le gène de la trisomie. C'est un comportement qu'on apprend en y étant exposé. Quand vous grandissez dans un foyer où ça se crie dessus toute la journée et vous voyez votre père tirer votre mère par les cheveux, la traîner sur le parquet, ça laisse des traces. Ça marque le cerveau aussi, et il y a des chances ou des risques beaucoup plus grands ensuite de répéter soit un processus de mise en danger ou tout simplement des comportements violents. Et ces hommes-là, parfois, on voit qu'il est difficile aussi de remettre en question la manière avec laquelle on a été éduqué, et aussi un modèle de virilité qu'ils ont suivi un peu en se disant, bah voilà, c'est ce modèle-là que je vais suivre pour devenir un homme. Et là, on leur dit, mais en fait, vous avez rien compris, ce modèle-là, c'est celui qui vous a emmené en prison. Et c'est très, très compliqué à remettre en question. Oui, puisque vous parlez du modèle, votre livre, il interroge aussi le modèle de société qu'ont ces hommes dans leur tête et leur vision de la femme. Hein. Vous citez des exemples d'un homme qui dit à sa femme, « Regarde la maison, il te manque rien. Je rentre le soir, il n'y a rien qui est prêt. Je me suis mariée pour qu'on me fasse des omelettes. » Et un autre homme qui dit, en parlant de sa femme, elle s'occupe pas bien de la maison, je rentre et il n'y a pas à manger, il faut qu'elle prenne ses responsabilités de femme et qu'elle fasse à manger. Les violences conjugales, chez certains, c'est aussi du pur machisme, une vision qu'ils ont de la femme qui, pour eux, est inférieure. Alors, les deux exemples que vous citez sont vraiment liés à une vision du couple qui est très ancienne, et aussi une incompréhension face au changement, et des femmes qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui disent bah non, je suis plus là pour je suis plus ta boniche, je suis plus là pour ramasser tes chaussettes et pour faire les courses et puis les devoirs des gamins et tout. Et eux ont l'impression de répéter de manière assez logique le schéma qu'ils ont connu quand ils étaient enfants, avec une mère au foyer qui s'occupait de tout, et un père qui rapportait de l'argent à la maison. Mais c'est quand même pas la majorité des hommes rencontrés. Et il y en a beaucoup qui, mais je pense qu'on est tous concernés là-dessus, à ce niveau-là, qui répètent aussi un schéma assez lambda, assez partagé, qui est de dire que l'homme, puisqu'il est le chef de famille depuis des siècles, pourquoi est-ce qu'arriver eux dans un couple, ce serait pas encore le cas? Et ça, c'est quelque chose qui vient justement en résonance avec le mouvement MeToo. Et qui est source aussi d'incompréhension. Moi, il y a beaucoup de ces hommes, je sentais qu'ils étaient un peu perdus face à cette société en train de changer. Ça les angoisse, cette évolution de la société? Ça les angoisse parce qu'ils ne la comprennent pas forcément. Et qu'en plus, pour la plupart d'entre eux, je parle pour ceux qui ont connu la justice, qui est la petite frange des hommes qui ont été condamnés pour violence conjugale, et bien entendu pas tous les hommes, eux ont l'impression, du coup, une vision un peu faussée de la réalité, parce qu'ils disent, mais nous, on a été condamnés, et on a été condamnés dans ce mouvement MeToo qui dit, en gros, les hommes, il faut qu'ils changent, et ça, c'est plus... Donc ils le vivent comme une injustice? Ils le vivent comme une injustice. Ils ont presque une bonne raison de se présenter comme des victimes. Ils voient ce mouvement MeToo qui est un mouvement mondial, qui est comme une espèce de gros nuage noir qui flotte au-dessus de leur tête. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Vous parlez aussi des femmes qui sont victimes et de certaines attitudes, parfois d'une forme de dépendance, finalement. Vous racontez des femmes qui minimisent les faits, d'autres qui vont au parloir quand leur mari est incarcéré pour leur apporter du linge. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas le problème, on a tendance à se poser la question, mais pourquoi elles font ça? C'est très compliqué de quitter quelqu'un que vous aimez. Dans ces relations, il y a aussi des sentiments, et c'est des gens qui se sont mis en couple parfois de manière extrêmement sincère. C'est pas que des mariages arrangés. Et j'ai vu très souvent, c'est d'ailleurs quelque chose qui désemparent les associations qui accompagnent les victimes, d'avoir des phénomènes de retour après avoir été hébergées, accompagnées pendant des semaines, des mois, des femmes qui malgré tout reviennent voir celui qui les a frappés, l'homme violent qui
qui est encore dans les parages, même quand parfois il y a des ordonnances de protection qui ont été prononcées par un juge. En fait, il faut plusieurs départs pour aboutir à un départ définitif. Il faut plusieurs départs pour aboutir à un départ définitif. Une femme qui travaille dans une association qui me dit qu'elle observe environ 6 ou 7 départs avant de réussir à partir vraiment. Et en général, le vrai départ, c'est celui qui arrive juste après que la femme victime ait eu l'impression qu'elle allait y passer. Et cette peur de mort imminente qui permet un départ définitif. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le phénomène d'emprise qui est assez présent et que, en effet, une jeune femme qui était là pour des faits multirécidivistes à la barre, qui témoignait pour son conjoint violent en lui disant « s'il vous plaît, je l'aime, il reste de l'amour, ne l'envoyez pas en prison, et puis c'est un bon père ». C'est des phrases qu'on entend beaucoup et on aimerait ne pas les entendre parce qu'on aimerait que ce soit simple et que la victime soit dès le premier coup capable de partir et de ne plus se retourner en arrière et de ne plus avoir de lien avec l'homme violent. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il y a la question de l'emprise psychologique que vous nous écrivez. Est-ce qu'il y a aussi des questions matérielles qui empêchent les femmes de partir ? Il y a une sénatrice centriste, Valérie Létard, qui a fait une proposition de loi pour une aide universelle pour les femmes victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent disposer d'argent pour quitter le foyer violent. Est-ce que ça, c'est une bonne solution pour vous ? C'est un frein, cette question financière ? Bien sûr. C'est tout ce qui peut permettre d'être... pas à la corde au cou quand on quitte le conjoint qui apporte aussi une aide financière, ça peut que être bénéfique. Surtout quand on sait qu'une ordonnance de protection, elle permet en général à la femme de partir avec les enfants. Être avec un seul salaire pour s'occuper des enfants, c'est très problématique. De trouver un appartement quand on est parfois dans des situations précaires, de ne pas avoir de CDI, c'est extrêmement problématique aussi. Donc, une aide financière, je crois que pour certaines, elle peut être sous forme de don, donc ça peut être bien entendu qu'un plus. Ou remboursé par le conjoint violent, oui, voilà. C'est ce qu'il y a dans ce texte. Donc pour vous, c'est évidemment un plus. La lutte contre les violences conjugales, ça a été fait grande cause nationale. Mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les politiques ont la bonne approche du problème ? Il y a encore peu de temps, on entendait une ministre à l'égalité homme-femme dire que elle allait quand même pas dépenser de l'argent pour la prise en charge des bourreaux, alors qu'elle avait les associations féministes qui lui demandaient d'en mettre un peu plus sur le... Je trouve que déjà cette vision hyper manichéenne du problème, elle montre une méconnaissance de la réalité du terrain. C'est-à-dire que si on pense que les hommes violents, on va les réparer juste en les mettant en prison, sachant qu'en général, c'est des courtes peines, et que des courtes peines, c'est 22 heures dans cellule, 2 heures de promenade, avec rien au milieu, un accès très difficile aux psychologues. Donc, je pense que c'est un peu croire au Père Noël aussi. Donc, il faut mettre des moyens, bien entendu, pour accompagner les femmes victimes, pour qu'elles puissent être indépendantes financièrement, qu'elles puissent s'éloigner définitivement du conjoint violent, qu'elles puissent s'occuper des enfants. Mais il faut aussi mettre en place des choses pour que les hommes ne récidivent pas. Et c'est on sait que le taux de récidive, en plus, est extrêmement élevé. Si vous ne remettez pas en question votre comportement, si vous considérez qu'en tant qu'homme, vous avez le pouvoir de dominer votre femme et que c'est même un droit qui vous est octroyé par des siècles de domination masculine, on n'avancera pas. Je vais revenir là-dessus, ce sera ma dernière question. Mais pour finir sur le politique, il y a eu l'affaire Quatennens. Ces derniers temps, Adrien Quatennens, le député qui a été condamné à 4 mois avec sursis pour violence conjugale, il est de retour dans l'hémicycle. Est-ce que pour vous, c'est un bon signal qui est envoyé aux femmes victimes ? Un bon signal, non, je dirais pas ça. Non, ce qui est étonnant là aussi, c'est qu'on a quelqu'un qui est un élu de la République et qui pour l'instant, n'a pas purgé sa peine, qui n'a pas engagé de travail non plus pour essayer de se remettre en question. Moi, je connais pas personnellement Adrien Quatennens, mais j'ai vu comme... Mais sur le signal, les hommes violents, ils peuvent se dire, finalement, c'est pas si grave. Il a été condamné, il revient dans l'hémicycle, c'est que c'est pas si grave. Oui, et ça remet en question justement l'exemplarité de nos élus. On le voit aussi sur les affaires financières. Bien entendu, à partir du moment où on n'est plus, la peine de mort n'existe plus, c'est une justice qui a vocation à réintégrer les condamnés dans la société, mais là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Et ma dernière question, puisque vous parlez du taux de récidive, est-ce que ces hommes violents, on peut les guérir ? Est-ce qu'on peut guérir quand on est violent, quand on frappe sa femme, voire ses enfants, ou est-ce que c'est un phénomène qui est irrécupérable ? Non, c'est pas irrécupérable. Je pense que c'est très, très, très difficile
quand on commence cette remise en question et qu'on a déjà 65 ou 70 ans. Mais j'ai croisé Et puis, il y a des hommes dans ce livre qui ont entamé un travail, qui essayent de remettre en question aussi l'image d'un père extrêmement violent qu'ils ont peut-être pris en modèle et qui était déjà problématique à l'époque où ils avaient 10 ou 12 ans et qui, aujourd'hui, disent, en fait, il faut que je change. Et cette volonté de changer, associée à un travail justement sur soi qui permet peut-être d'arriver à un comportement légèrement différent, peut-être à remettre en question aussi sa position d'homme dans la famille, peut permettre déjà d'arrêter de frapper, ce qui est déjà la première des priorités. Merci Mathieu Palin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents. C'est une autre manière, vous l'avez compris, de voir cette question des violences conjugales. C'est aux éditions Les Arènes. Merci. Mathieu Palin d'avoir été avec nous. On passe au Club de Territoire.